Les récits de ceux qui prennent soin des malades sont racontés dans les couloirs silencieux des hôpitaux où la vie et la mort sont indissociables. En tant que gardiens silencieux de ces zones de transition, les infirmières portent des histoires d'événements inexpliqués et de rencontres effrayantes, en plus des merveilles médicales et des pertes tragiques. Ce sont les histoires qui se racontent dans l'obscurité de la nuit, depuis les étages abandonnés d'anciens hôpitaux où le temps semble s'être arrêté jusqu'aux bruits inquiétants des âmes perdues dans les salles qui ont été murées. Chaque histoire explore les courants sous-jacents inquiétants de la vie hospitalière, montrant que les secrets que nos murs cachent pourraient parfois receler plus de secrets que les maladies que nous guérissons. Découvrez les observateurs, qui ont vu les ombres danser à la frontière entre la science et la superstition en vous frayant un chemin à travers les couloirs hantés. J'ai commencé à travailler à l'hôpital Hillside à l'automne 1984, lorsque les feuilles commençaient tout juste à changer de couleur et que le vent menaçait de provoquer un gel précoce, niché à la périphérie de Rochester. Dans l'État de New York, cette vénérable institution entreprenait une série de rénovations visant à revitaliser ses couloirs vieillissants. J'étais une nouvelle infirmière, enthousiaste mais inexpérimentée, et la riche histoire de ce vaste établissement me fascinait et m'effrayait à la fois. Ma curiosité a pris le dessus une nuit étrange, après le coucher du soleil, et alors que l'hôpital s'était habitué à sa cadence nocturne de bips étouffés et de bruits de pas lointains. J'ai été envoyé inspecter quelques-unes des anciennes salles de fourniture de l'hôpital, situées au sous-sol, qui ressemblaient plus à un labyrinthe désert qu'à une zone utile. Alors que je me frayais un chemin dans les couloirs sombres, j'aperçus une porte discrète et légèrement ouverte. Aucun des plans d'étage modifiés n'indiquait qu'elle aurait dû s'y trouver. Elle était dissimulée sous un vide-linge qui avait été utilisé à d'autres fins pendant les réparations. Poussé par un mélange de curiosité et de crédulité, j'ouvris la porte et découvris un escalier menant dans l'obscurité. Je descendis, seul, à la lueur de ma lampe de poche. À chaque pas, l'odeur de renfermé de la désuétude qui témoignait de décennies de négligence emplissait l'air, le rendant plus froid. Je trouvais un service non ouvert au fond. Des rangées de lits poussiéreux et vides, de vieux dossiers médicaux jaunis et du matériel qui n'avait pas été utilisé depuis la création de l'hôpital me donnèrent l'impression d'avoir pénétré dans une autre époque. Les horloges, qui s'étaient toutes arrêtées à 3h15, ont vraiment attiré mon attention. Cette particularité m'a fait frémir, car elle m'a rappelé les histoires urbaines d'un incendie qui avait détruit une partie de l'hôpital, que j'avais entendu de la bouche du personnel plus âgé. Il semble que ce service soit un vestige de cette catastrophe. Une chanson douce et musicale résonnait dans les couloirs, m'attirant vers le service avec un mélange de peur et de détermination. Je la suivis jusqu'à une petite pièce au bout du couloir. Une boîte à musique posée sur un rebord de fenêtre poussiéreux jouait un air lent et inquiétant, comme si une main invisible la faisait résonner. J'ai continué à retourner sur cet étage secret, nuit après nuit. L'attraction était insondable. La mélodie mélancolique de la boîte à musique résonnait dans mes cauchemars, se mêlant au rire calme et troublant qui semblait descendre dans les couloirs déserts. Mes visites nocturnes devinrent une routine, malgré le malaise grandissant qui me retournait l'estomac. Même si les voix inquiétantes dans l'obscurité me suppliaient de repartir, j'étais captivé par le besoin de percer les mystères de ce lieu abandonné, hanté par les fantômes de son passé. Le mystère et le malaise qui m'envahissaient, comme le froid du lac, se renforçaient à chaque visite de cet étage abandonné. Je ne pouvais pas me débarrasser de l'envie de savoir pourquoi cette partie de l'hôpital avait été négligée et murée, ni ce qui s'était passé à 3h15 d'aussi horrible que le temps semblait s'être arrêté, même si des murmures semblaient parfois crier mon nom. Avec un peu plus de courage, ou peut-être juste de la stupidité, j'ai pris un magnétophone un soir, dans l'espoir d'entendre des voix ou des sons qui pourraient m'aider à reconstituer le récit. Peut-être que le silence était plus dense ce soir-là,
ou peut-être que le craquement de mes pas était plus fort. Quand je suis arrivé dans la salle de la boîte à musique, j'ai vu quelque chose de nouveau. Une faible lumière provenant de sous l'une des portes fermées du couloir. Le cœur battant, je m'avançai et ouvris prudemment la porte. La lumière, chaude d'une douzaine de bougies vacillantes, dont j'étais sûr qu'elles n'avaient jamais été là auparavant, emplissait la pièce. Des ombres inquiétantes tourbillonnaient sur les murs et le lit vide à cause de l'incendie. Une ancienne chemise d'hôpital était étendue au pied du lit, comme si elle avait été faite pour un patient qui ne s'était jamais présenté. Une odeur de cire et de métal flottait dans l'air, le rendant lourd et troublant les souvenirs. « Qui êtes-vous » demandai-je à voix haute dans le silence après avoir installé l'enregistreur. « Que s'est-il passé ici ?» Un changement notable était dans l'air, une tension semblable au calme avant la tempête. La boîte à musique se mit alors à jouer d'elle-même, remplissant la pièce d'une chanson triste qui était plus claire et plus forte qu'auparavant. Je sentis un vent froid, comme si une fenêtre avait été ouverte pour laisser entrer l'air. Hivernal, mais toutes les fenêtres étaient fermées. La flûte s'éleva, accompagnée d'une voix calme et mélancolique qui marmonnait « Aidez-nous, n'oubliez pas », tandis que les dernières notes de la boîte à musique flottaient dans l'air. C'était un cri effrayant du passé, lié par le chagrin à cette chambre. Je retournai au pays des vivants avec l'écho de ce murmure gravé dans mon cœur, laissant les bougies allumées comme un phare pour ces âmes perdues. L'envie d'y retourner augmentait à chaque garde, mais la peur aussi. Ignorant les ombres qui dansaient juste sous ses fondations, l'hôpital poursuivait son existence affairée et contemporaine à l'étage. Cependant, je savais que je ne pouvais pas garder le secret pour moi. Je devais raconter l'histoire de cette salle secrète afin d'éclairer ce qui avait été obscurci par les ombres. Par conséquent, mon histoire, ma propre histoire de fantôme, sert à rappeler qu'il existe des parties du monde et du temps qui sont enveloppées de mystères et de douleurs, attendant simplement d'être découvertes par les courageux ou les stupides. Je laisse aux personnes qui l'entendent le soin de déterminer s'il s'agit d'une invitation ou d'un avertissement. J'ai rencontré pour la première fois ce que j'ai commencé à appeler l'ombre pendant l'hiver glacial de 1992, dans l'unité de soins intensifs de Mercy General, un grand hôpital du centre-ville de Philadelphie. J'avais passé des années à arpenter ces couloirs en tant qu'infirmière chevronnée, à la fois apaisée et horrifiée par leur familiarité. Cependant, quelque chose s'est produit cette année-là qui m'a amené à réévaluer ce que je croyais être vrai concernant la frontière entre la vie et la mort. Le Mercy General étant si ancien, chaque gémissement et chaque craquement résultait soit de l'affaissement de la structure, soit du murmure du long passé de l'hôpital. Le 5e étage abritait l'unité de soins intensifs, un lieu de lutte silencieuse entre la vie et la mort. L'attribution de la chambre 7, située à l'extrémité de la salle, n'avait jamais été facile. L'air semblait toujours plus lourd, comme s'il était imprégné des effets persistants de destins non résolus, et les patients semblaient lutter plus fort et se rétablir plus lentement, voire pas du tout. Alors que je surveillais les signes vitaux de M. Thompson un soir, qui allait lentement mieux, j'ai vu quelque chose du coin de l'œil. Une lueur, un petit point sombre qui semblait vaciller à la lisière de la lumière. J'ai choisi de l'ignorer, pensant qu'il s'agissait simplement des effets de la fatigue dus au double service. Cependant, le vacillement est devenu plus prononcé et constant au fil des soirées. J'ai commencé à écouter plus attentivement, motivé par un mélange d'intérêt et d'inquiétude. C'était plus qu'un effet de lumière. Il y avait quelque chose de tangible dans l'ombre. Alors que l'état des patients de la chambre 7 se détériorait, les machines bourdonnaient et émettaient des bips sauvages à chaque fois que l'ombre apparaissait, comme si elle réagissait à une perturbation de la nature fondamentale de la pièce. Je m'attardai tard un soir très calme, assis dans la faible lumière du poste des infirmières et me demandant ce qui pouvait générer ces irrégularités. Je l'entendis alors. Un faible bourdonnement mécanique émanait de l'ancien système,
de survie que nous avions conservé dans le coin de la chambre 7, faute de mieux. Même si la machine était vieille et avait depuis longtemps été remplacée par des appareils plus modernes, elle était toujours là et s'animait parfois d'elle-même. Poussé par une détermination renouvelée à comprendre, j'ai commencé mon enquête. J'ai consulté les archives de l'hôpital et les anciens dossiers médicaux, et ce que j'ai trouvé était horrible. La machine a un passé sinistre, lié à des thérapies expérimentales qui ont été interrompues en raison de son impact imprévu sur l'énergie vitale des patients au début des années 1970. Une nuit pluvieuse, tard dans la nuit, armé de ces informations et d'un scepticisme qui s'était transformé en terreur, je me suis confronté à l'obscurité. Peu après minuit, le vent hurlait contre les fenêtres de l'unité de soins intensifs, comme s'il portait lui aussi le poids de l'inconnu. Lorsque je suis entré dans la chambre 7, le bourdonnement de l'ancienne machine se détachait du silence qui régnait sur le reste de l'étage. Au-delà de la fraîcheur de l'air, je ressentis une froideur en me tenant devant la machine, un vide qui semblait attirer la chaleur de mon souffle. Je m'adressais directement à l'ombre, lui demandant de révéler sa nature et son but, sans réellement anticiper une réponse. Je fus choqué et horrifié lorsque l'ombre devint plus réelle, se transformant en une zone d'obscurité plus profonde qui semblait vivre de sa propre vie. La voix dans mes pensées et dans la pièce dit « Je suis lié aux énergies de ceux qui s'attardent trop longtemps entre les mondes. Je mange pour survivre, pas pour faire du mal. Laisse-moi partir. » J'ai été surpris par cette prise de conscience. Cet être, cette ombre, n'était pas seulement un vestige de l'histoire expérimentale de la vieille machine. C'était une manifestation de la force vitale qu'elle avait aspirée et qui était emprisonnée ici par des circonstances incontrôlables. En plus d'être malades, les patients de la chambre 7 étaient vidés de leur énergie et maintenus au bord de la mort par un monstre qui était également coincé dans un cycle sans fin de faim et de désespoir. Dans le but de mettre fin à cette boucle, j'ai fouillé davantage dans les archives de l'hôpital et découvert des documents sur les premières expériences, des notes qui suggéraient un moyen potentiel de couper le lien de la machine, et donc de l'ombre, avec ce monde. Des symboles et des incantations qui semblaient plus appropriés pour un grimoire médiéval que pour un hôpital contemporain faisaient partie de la cérémonie à laquelle je n'aurais jamais imaginé que mon expertise médicale me conduise. J'ai accompli la cérémonie un soir de nouvelle lune. La machine s'est finalement tue après que les phrases aient été dites et les symboles dessinés. L'ombre a tremblé lorsque la dernière phrase a résonné dans la chambre 7, sa forme vacillant avant de disparaître comme de la fumée dans le vent. La pièce a instantanément semblé plus claire, comme si un lourd fardeau avait été enlevé. Un fardeau dont je n'étais pas tout à fait conscient. Les patients de la chambre 7 se rétablirent plus rapidement dans les semaines qui suivirent, retrouvant chaque jour un peu plus de vigueur. La vie normale reprit son cours dans l'unité de soins intensifs, mais l'incident me changea à jamais. J'avais été confronté à l'inconnaissable, à l'inexplicable, et j'en étais sorti transformé. Il m'arrive parfois de penser à l'ombre et d'espérer qu'elle a trouvé la paix et la liberté. Ce récit, qui est basé sur ma propre expérience, est la preuve des mystères qui existent à l'intersection de la réalité et de la science, où ils dansent dans l'obscurité. Cette histoire nous rappelle que souvent, les choses qui exigent notre plus grande compréhension sont celles que nous sommes incapables de décrire, qu'il s'agisse d'une invitation ou d'un avertissement. En tant que nouvelle infirmière, j'ai pénétré pour la première fois dans les couloirs calmes et inquiétants de l'hôpital St. Jude de San Francisco en 1999. L'hôpital lui-même était un bâtiment massif avec une longue histoire, remplie d'histoires, à la fois tragiques et inventives. L'histoire la plus terrifiante était peut-être celle du service E, dont le personnel discutait à voix basse, entre stupéfaction et terreur. Ces portes étaient restées fermées depuis la fin des années 1970 en raison d'une série de disparitions inexplicables de patients jusqu'à ce que le destin et la curiosité me mènent à sa porte.
J'ai découvert l'ancienne clé dans un tiroir, négligé au poste des infirmières un soir d'octobre, motivé par les histoires et l'excitation qui accompagne l'interdit. Le métal froid de la clé semblait m'avoir attendu, une invitation tacite à découvrir les secrets du service E. Mon pouls battait plus vite à chaque pas que je faisais vers le service, résonnant dans les couloirs déserts avec une cadence qui semblait présager quelque chose de sinistre. C'était comme ouvrir une porte sur le passé lorsque j'ai tourné la clé dans la serrure. L'air de l'aile E était vicié, imprégné de l'odeur âcre d'un désinfectant longtemps inutilisé et d'autre chose, quelque chose de légèrement métallique, comme du sang. En entrant, les lumières ont vacillé, créant de longues ombres qui parlaient et clignotaient. Un spectacle de lumière sombre sans public, les lumières d'appel des patients clignotaient sauvagement. En avançant, j'entendis les moniteurs cardiaques émettre des bips réguliers et lents, ce qui n'aurait pas dû se produire compte tenu du temps pendant lequel le service avait été abandonné. Les lits étaient propres et intacts, comme si les patients venaient de partir et pouvaient revenir à tout moment. Mais ce qui m'inquiétait le plus, c'étaient les ombres qui se déplaçaient délicatement, comme si elles réverbéraient des pas des personnes qui avaient autrefois occupé cet espace. Poussé par un mélange d'obligation et de peur, je continuais jusqu'à ce que j'arrive au centre du service E. Les moniteurs étaient plus bruyants ici, et je pouvais entendre les sons rauques et irréguliers de la respiration. Puis je les vis, des formes fantomatiques, flottant et voltigeant comme les parasites d'un vieux téléviseur. Piégés dans un terrible cycle de leurs dernières heures, ils rejouaient sans cesse leurs derniers instants. Perdus dans leur écho sans fin de chagrin et de désarroi, les personnages semblaient ignorer ma présence. C'était une scène terrifiante qui me figea sur place dans un mélange de pitié et d'effroi. Il s'agissait de détenus de l'aile E qui étaient emprisonnés non seulement dans l'aile, mais aussi au moment exact de leur décès. La température chuta brusquement pendant que j'attendais là, provoquant un frisson qui me parcourut jusqu'aux os et fit se dresser tous les poils de mes bras. Je pris conscience que je voyais quelque chose d'inhabituel, un affaiblissement de la ligne séparant la vie et la mort. Les échos du passé étaient trop forts pour être ignorés dans le quartier E, qui semblait être une fissure dans cette barrière. Je me suis approché de l'un des personnages, car je me sentais obligé de comprendre et peut-être de réconforter ces personnes désespérées. C'était une femme qui vivait ses derniers instants. Son visage exprimait la terreur et la confusion. J'ai tendu les doigts, sentant juste la brume glaciale de sa présence se déplacer à travers son corps. Ses yeux ont croisé les miens et j'ai ressenti un choc électrique à ce contact. Il y a eu un bref moment de reconnaissance, une acceptation tacite de mon existence. Puis le lien se rompit aussi vite qu'il était apparu. Je restais sous le choc de cette expérience alors qu'elle retournait à son cycle sans fin. Puis je réalisais ce que je devais faire. Ils étaient les fantômes de ce qu'ils avaient été, pris dans une boucle sans fin de leurs pires moments, et je ne pouvais pas les laisser ainsi. J'ai passé le reste de la nuit à travailler, à parcourir de vieux dossiers médicaux et à chercher tout ce qui pourrait m'aider à les aider. On m'a enseigné des rituels et des prières qui peuvent aider à libérer les âmes liées au monde terrestre. Je devenais plus déterminé à chaque nouvelle révélation, retournant nuit après nuit dans le service E avec des paroles de libération, du sel et de la sauge. J'ai finalement accompli un rite de libération par une nuit orageuse, alors que le vent hurlait contre les fenêtres comme les cris des âmes perdues. J'ai prononcé les phrases aussi fermement que possible, en dispersant du sel tout autour de moi et en enroulant la fumée de sauge dans la faible lumière. L'air scintillait, les ombres se déplaçaient, et une à une, les créatures fantomatiques ont commencé à disparaître à mesure que j'avais terminé, leur visage passant de l'étonnement et de la terreur au calme et à la libération. Un sentiment de soulagement perceptible flottait dans l'air. Lorsque les moniteurs cardiaques ralentirent puis s'arrêtèrent, c'était la première fois depuis des décennies que le service E était véritablement silencieux. La lumière était constante et imperturbable, et les ombres n'étaient que cela, des ombres,
Cette nuit-là, je me sentis à la fois exalté et épuisé en quittant le service. Je m'étais aventuré dans l'inconnu. J'avais pris contact avec l'au-delà et j'étais revenu transformé. La fermeture du service et les rites que j'ai accomplis ne constituent pas la fin de son récit. Ils perdurent dans les murmures de ceux qui ont traversé ces couloirs, dans les moments de silence où le passé semble à portée de souffle. Ils nous rappellent à la fois les échos que nous laissons derrière nous et la fine ligne qui sépare la vie de la mort. Au printemps 2003, alors que je travaillais comme infirmière psychiatrique à l'hôpital Cedar Grove de Portland, dans l'Oregon, j'ai rencontré un patient qui allait changer ma vision du monde. Avec ses murs anciens, témoins de procédures, médicales obsolètes et ses patients qui ont laissé plus de légendes que de souvenirs, Cedar Grove est depuis longtemps un havre de secrets et de murmures. Cependant, l'expérience que j'ai vécue avec un patient nommé Michael a été la plus étrange de toutes ces histoires. Aucun patient que j'avais traité ne ressemblait à Michael. Il avait été hospitalisé pour une schizophrénie aiguë, mais ses symptômes étaient inhabituels. Il prétendait voir les ombres sous la peau des gens et leur véritable forme. J'ai d'abord attribué cela à sa maladie, ce qui est une perception erronée, triste, mais fréquente. Cependant, il a continué à parler de l'observateur nuit après nuit, affirmant que cette présence influençait notre perception des miroirs du service. Un soir, j'ai accompagné Michael dans l'une de ses errances agitées parce que j'étais très curieuse. Dans la zone commune, il s'est arrêté devant un grand miroir ancien qui datait des premières années de l'hôpital. Il a murmuré « Regarde !» et j'ai regardé dans le miroir, m'attendant à ne voir que nos reflets. Au lieu de cela, j'ai remarqué un changement, une subtile distorsion de l'arrière-plan, et pendant un bref instant, je n'ai pas vu mon propre reflet. Le visage était noir, déformé et effrayant. Surpris, j'ai commencé à me documenter sur le passé de Cedar Grove et je suis tombé sur des histoires terrifiantes d'un médecin qui avait joué avec la réalité et la perception à la fin des années 1970. Selon lui, les miroirs étaient des portails vers d'autres mondes plutôt que de simples surfaces réfléchissantes et il avait mis au point une technique qui, selon lui, pouvait manipuler ce qu'ils affichaient. Quelque chose s'était terriblement mal passé avant que son enquête ne soit brusquement interrompue. Plus j'en découvrais, plus j'étais convaincu que les hallucinations de Michael étaient plus que le fruit de son imagination. Elles donnaient un aperçu d'un aspect profondément enraciné de la structure de l'hôpital. En regardant dans les miroirs chaque nuit, il devenait de plus en plus difficile d'ignorer la vérité de ce qui se passait. En plus des images déformées de nous-mêmes, les reflets commençaient à représenter des événements historiques et le passé troublé de l'hôpital. Poussé par une combinaison de terreur et de détermination, j'ai pris la décision d'en apprendre davantage sur le mystère de l'observateur. Michael a été mon guide, offrant des indices cachés derrière des couches de folie à travers ses remarques imprévisibles mais perspicaces. À chaque contact avec le miroir, on en découvrait davantage, révélant un monde secret à la fois fascinant et terrifiant. Un soir, tard, Michael et moi étions assis ensemble dans la salle commune faiblement éclairée, le miroir devant nous, après que la salle soit tombée dans un silence gênant. Sa voix était un mélange d'excitation et de peur, alors qu'il murmurait « Il va te montrer ce qu'il veut que tu vois ». Je m'attendais à faire une autre découverte effrayante en regardant dans le miroir, mais j'ai vu un scénario vieux de plusieurs décennies, le vieux docteur dont j'avais lu les expériences illégales. Les images étaient d'une netteté et d'une luminosité saisissantes. Il ajustait les reflets, ajustait le miroir et attrapait quelque chose dans ses profondeurs. La découverte marqua un changement radical. Le miroir s'était transformé en prison pour quelque chose que le docteur avait laissé s'échapper. Et il s'agissait de bien plus que de simples reflets déformés ou secrets. Et maintenant, il semble que l'observateur ne se contentait plus de regarder. Il tentait de s'échapper de sa prison de verre en influençant les autres. Je consultais des écrits anciens et des études ésotériques, tout ce qui pouvait m'aider.
à fermer ou à purifier la porte qui avait été créée, car j'étais déterminé à mettre fin à ce cauchemar. Les solutions étaient risquées et les explications opaques, mais le risque me semblait justifié. Michael et moi étions prêts à affronter l'observateur, armés d'une variété de symboles et de sorts occultes. De longues ombres étaient projetées à travers les fenêtres de la salle commune par la faible lumière de la lune utilisée pour la cérémonie. La pression augmentait autour de nous comme un ouragan à chaque mot prononcé et à chaque signe tracé autour du miroir. Un silence profond et total s'installa lorsque la dernière incantation fut prononcée. Le miroir trembla alors. Le verre se mit à onduler comme si une forte rafale de vent l'avait perturbé. La pièce fut remplie d'un hurlement, lointain et terriblement proche, et les reflets déformés se tordirent de misère. Le miroir se dégagea aussi brusquement qu'il s'était formé. Les yeux écarquillés d'incrédulité, nous nous regardâmes alors que les reflets revenaient à la normale, révélant simplement la pièce et nous-mêmes. L'humeur du service changea dans les jours qui suivirent. La sensation d'étouffement s'atténua, et même Michael sembla aller mieux, avec moins d'épisodes et l'esprit plus clair. Il semblait que tout ce que nous avions fait avait réussi. L'observateur était parti, soit libéré pour trouver la paix, soit emprisonné à nouveau. Peu de temps après, j'ai quitté Cedar Grove, les souvenirs de ces soirées résonnant dans ma tête comme un rêve. Je réfléchis parfois à l'observateur, aux frontières ténues entre les royaumes et aux yeux qui pourraient les traverser. Une chose est sûre, cependant, certains jeux ne sont pas faits pour être joués, et certaines portes, une fois déverrouillées, peuvent révéler des réalités auxquelles nous ne sommes pas prêts à faire face. J'ai commencé à travailler de nuit à l'hôpital St. Mary de Minneapolis à l'hiver 2017. Cet hôpital est réputé pour ses traitements cardiaques innovants, mais il est également entouré de légendes paranormales. Mon scepticisme initial a été remis en question d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Fondé au début des années 1900, l'hôpital St. Mary's était un établissement ancien. Sa longue histoire avait également engendré son lot d'histoires troublantes, dont la plus persistante était celle des murmures provenant des murs, des voix que personne ne pouvait expliquer. Avant d'en faire moi-même l'expérience, mon esprit logique avait attribué ces récits à la fatigue et au stress qui accompagnent souvent les carrières dans le secteur de la santé. Tout a commencé un soir calme, alors que les couloirs isolés de l'hôpital semblaient encore plus désolés à cause du vent hivernal qui soufflait dehors. L'ancienne salle de radio-amateur, désormais utilisée principalement comme espace de stockage, se trouvait au 3e étage, là où je circulais. L'électricité statique semblait déplacée et j'entendis un petit craquement en passant. La radio antique était allumée, émettant des rafales sporadiques d'électricité statique alors que je pénétrais dans la pièce par curiosité. J'ai réglé la radio pour tenter d'identifier la source du message, intrigué et un peu inquiet. J'ai été choqué de découvrir une fréquence où les parasites s'arrêtaient et où je pouvais entendre une voix lointaine mais claire. La voix était celle d'un homme, calme mais frénétique, décrivant en détail ce qui semblait être une crise médicale. Sa référence à St. Mary et à une date d'il y a plusieurs décennies était cependant la plus troublante. J'étais attiré dans cette salle de radio nuit après nuit et je devais écouter. Bien que chaque émission soit différente, elles se ressemblent néanmoins en ce qu'elles sont des appels historiques à l'aide qui continuent de résonner. Ignorant que leurs appels pourraient être entendus par quelqu'un dans un avenir lointain, des infirmières et des médecins de différentes époques ont diffusé l'urgence de leurs patients. Je voulais à tout prix comprendre ces anomalies temporelles, alors j'ai fait des recherches sur l'histoire de Sainte Mary et j'ai trouvé des documents décrivant comment l'hôpital utilisait la radio amateur au début des années 1950 pour communiquer en cas d'urgence. En particulier lorsque des conditions météorologiques extrêmes coupaient l'hôpital du quartier. Chaque discours était l'écho spectral d'un conflit résolu depuis longtemps, mais qui était toujours diffusé. J'étais assis là, à écouter la radio crépiter par une nuit très orageuse, lorsqu'un nouveau message est arrivé.
Cette fois, il s'agissait d'un appel de détresse de Margaret, une infirmière présente depuis la tempête de neige de 1951. D'une voix calme, elle demandait de l'aide de toute urgence pour un patient dans un état grave. Un frisson m'a parcouru lorsque sa voix est devenue statique. La présence de Margaret résonne encore comme un murmure dans le vent depuis qu'elle a travaillé à cet étage de cet hôpital. J'ai commencé à enregistrer ces transmissions parce que je me sentais obligé de faire plus qu'écouter. J'ai classé chacune d'entre elles en comparant les archives historiques avec les dates et les incidents. Il semblait que la radio était devenue un moyen d'expression des angoisses, des aspirations et des moments de désespoir de mes ancêtres. Leurs histoires résonnaient à travers le temps, aspirant à ce que quelqu'un reconnaisse leurs difficultés et leurs victoires. Mais reconstruire l'histoire n'était pas le seul objectif. Plus j'écoutais, plus je me sentais proche de ces voix historiques. Ce n'étaient pas seulement des échos, c'étaient des efforts et des urgences humaines réelles, aussi présentes et vivantes que tout ce que j'avais rencontré dans ma propre vie professionnelle. J'ai réalisé que ces émissions étaient, en un sens, plus que des reliques. Elles servaient de rappel constant de la valeur de la gentillesse et de l'attention face à l'adversité. J'ai demandé à quelques collègues de confiance de l'écouter un soir, car j'étais déterminé à partager cette découverte étonnante. Alors que la voix de Margaret remplissait à nouveau la pièce, son reportage sur l'état d'un patient d'il y a plus de 60 ans nous connectant au présent, leur scepticisme initial fit place à l'étonnement. Par le simple fait d'écouter, des décennies ont été comblées dans un moment poignant. Ma vision de mon devoir d'infirmière a été modifiée par cette rencontre. J'étais plus qu'une simple soignante à l'hôpital. J'étais membre d'un continuum lié à travers le temps, par l'objectif commun de guérir. Autrefois, simple relique, la radio en est venue à représenter ce lien, ces émissions témoignant de la nature résiliente des professionnels de la santé. J'ai continué à me rendre à la salle de radio alors que l'hiver laissait place au printemps, et chaque émission approfondissait ma connaissance de l'histoire de l'hôpital. Écouter les voix du passé pendant ces veillées nocturnes est devenu un rituel, un moment d'introspection et de camaraderie. Cela me rappelait que, même si les temps et la technologie évoluent, l'objectif fondamental des soins infirmiers, aider et réconforter, reste intemporel. J'ai été affecté à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Riverbend de la Nouvelle-Orléans, une ville réputée à la fois pour son intimité avec le surnaturel et sa culture dynamique, à l'automne 2020, au plus fort de l'épidémie. Lieu approprié pour mes expériences infirmières les plus mémorables, Riverbend semblait chevaucher la frontière entre ce monde et l'autre, avec son architecture d'avant-guerre et ses arbres recouverts de mousse. Site mélancolique où la vie murmurait ses derniers mots, l'unité était silencieuse. Mes patients approchaient de la fin de leur vie, et leur récit était un patchwork de bonheur, de tristesse et d'acceptation. Mais à mesure que les jours diminuaient et que les ombres s'allongeaient, j'ai vu quelque chose d'étrange. Les patients ont commencé à parler de voir des êtres chers décédés ou des endroits où ils n'avaient jamais été, comme si la frontière entre la vie et la mort se rapprochait à l'intérieur des portes de Riverbend. Madame Fontenot, une femme créole très attachée à la ville, a été la première. Elle m'a raconté que son défunt mari s'était présenté à son chevet un soir alors que l'obscurité s'étendait sur le bayou, sa présence à la fois rassurante et troublante. D'une voix douce et chantante, elle a dit « Il m'attend, mon enfant, de l'autre côté de cette brume ». Elle désigna la fenêtre, où le jardin au-delà était obscurci par le brouillard dense qui s'étendait. Curieuse et un peu inquiète, j'ai partagé mes rencontres avec mes collègues, qui avaient également observé des phénomènes similaires. Les observations se sont multipliées à mesure que le brouillard semblait se rapprocher nuit après nuit, enfermant l'hôpital dans une étreinte froide et spectrale. En plus de décrire des individus, les patients décrivaient parfois des scènes entières, des scènes de leur passé ou même de vie qu'ils auraient aimé vivre se déroulant devant eux.
J'ai commencé à enregistrer chaque récit et à le comparer au flux et au reflux du brouillard, car j'étais déterminé à comprendre le phénomène. Les motifs qui en résultaient étaient aussi fascinants qu'énigmatiques. Le rideau semblait presque inexistant les nuits, où le brouillard était le plus épais, offrant aux patients une vue sur des mondes au-delà du nôtre. Je me souviens d'une nuit en particulier où le brouillard était si épais qu'il semblait que le monde entier avait été englouti, ne laissant que l'hôpital Riverbend et ses résidents se réveiller dans le silence. C'est alors que j'ai vu le phénomène de mes propres yeux. La porte de la chambre de Madame Fontenot était légèrement ouverte lorsque je suis passé devant. J'ai regardé à l'intérieur et l'ai observé parler doucement, le regard fixé sur la chaise à côté de son lit, où, à ma grande surprise, la silhouette d'un homme semblait être assis et écouter. J'ai doucement ouvert la porte et suis entré dans la pièce qui était nettement plus froide. Mon arrivée ne semblait pas surprendre Madame Fontenot, qui ne quittait pas son invité spectral des yeux. « Il dit que c'est magnifique là où il est, dit-elle doucement, comme le Mardi Gras tous les jours, mais sans la foule. » Elle le décrivait avec vivacité, avec un sentiment sous-jacent de sérénité et de désir. La silhouette s'estompa peu à peu, alors que je me tenais là, la pièce se réchauffa un peu, et le brouillard à l'extérieur de la fenêtre recula comme par déférence. Ma compréhension de ce qui se passait dans l'unité de soins palliatifs a considérablement changé à la suite de cette rencontre. Avec son riche patrimoine culturel et son passé effrayant, Riverbend semblait être un canal vers quelque chose de spécial, un endroit où les frontières entre la vie et la mort étaient plus floues qu'elles ne l'avaient jamais été. Motivé à la fois par un intérêt professionnel et un respect grandissant pour les expériences de mes patients, je me suis plongé dans les dossiers médicaux et le folklore local pour voir si ces phénomènes avaient une explication scientifique ou s'ils étaient uniquement spirituels. Au fur et à mesure que j'en apprenais davantage, j'en suis venu à la conclusion qu'ils n'étaient peut-être pas destinés à être compris en termes traditionnels. Il s'agissait plutôt d'une partie unique de l'expérience humaine, à la limite de l'existence, qui pouvait être observée. Les événements dans l'unité ont fini par diminuer à mesure que l'épidémie s'est calmée et que le monde extérieur a commencé à revenir à quelque chose qui s'approchait de la normalité. À mesure que le brouillard se dissipait, le voile semblait devenir plus fort et moins pénétrable. Néanmoins, les récits de ces soirées perdurent, témoignant des rencontres remarquables que les résidents de l'unité de soins palliatifs ont eues pendant une période où la peur et l'incertitude dominaient le monde. Je considère maintenant ces moments comme un cadeau, un rappel des liens ténus et délicats qui nous unissent à quelque chose de plus grand, quelque chose d'incompréhensible, ainsi qu'aux autres. J'ai appris que le travail d'un soignant pouvait parfois aller au-delà de la guérison physique et impliquer le fait d'être témoin des secrets profonds de la vie et de la mort, tout en veillant à l'intersection de deux domaines. J'ai été embauché à l'été 2019 à l'hôpital Providence, au centre de Chicago, un établissement riche en histoire médicale et, comme je l'apprendrai bientôt, en secrets qui résonnaient dans ses couloirs. Aucune des nombreuses responsabilités que j'ai assumées en tant qu'infirmière de nuit n'a été aussi étrange et déconcertante que ce qui s'est passé dans la chambre 509. Pendant des années, la chambre 509 avait été fermée après un événement étrange au cours duquel un patient aurait disparu. La chambre était recouverte de rubans de signalisation et enveloppée de chuchotements, comme si l'hôpital lui-même voulait oublier qu'elle avait jamais existé. Cependant, le destin a une façon de faire ressurgir le passé. Et lors d'un orage particulièrement violent qui a privé certaines parties de l'hôpital d'électricité, les générateurs de secours n'ont pas pu rétablir le courant dans les services les plus modernes et nous avons donc dû utiliser tous les espaces disponibles, y compris la fameuse chambre 509. Pour la première fois en plus de 10 ans, j'ai brisé le sceau et déverrouillé la porte de la chambre 509, une lampe de poche à la main et le cœur lourd. À l'intérieur, l'air était vicié et légèrement parfumé d'antiseptiques d'un autre temps.
Les ombres semblaient danser et tourbillonner dans le faisceau de ma lampe de poche alors que j'entrais dans la pièce pour la préparer, formant d'horribles motifs sur les murs. Puis, je l'entendis, un gémissement de douleur si froid qu'il semblait provenir des murs eux-mêmes, un faible appel. La sinistre symphonie de l'orage et la réputation inquiétante de la pièce m'ont d'abord incité à penser qu'il s'agissait du vent ou même de mon imagination. Cependant, les cris sont devenus de plus en plus forts et pressants pendant que je faisais le lit. Les ombres semblaient vibrer en synchronisation avec les hurlements, et les instruments sur le bureau vide brillaient par intermittence, leurs écrans s'illuminant de données inintelligibles. Le devoir et la curiosité m'ont poussé à creuser davantage. Afin de reconstituer l'histoire de la chambre 509, j'ai épluché d'anciens documents médicaux, fouillé des archives et parlé avec des employés de longue date. Chaque pièce du puzzle révélait une mosaïque de douleurs non résolues et d'événements inexpliqués, ce qui me laissait de plus en plus perplexe. Mon intérêt pour le passé sinistre de la salle 509 grandissait à mesure que j'en découvrais davantage. Au fil des ans, les membres du personnel ont affirmé avoir entendu une succession de cris étranges et désincarnés provenant d'une jeune femme qui avait été admise pour une opération de routine et avait ensuite disparu sans laisser de traces. Jusqu'à ce que la chambre soit finalement fermée à clé, son dossier médical manquait, sa situation restait non résolue et elle était complètement oubliée. Je continuais à me rendre dans la chambre 509 tous les soirs, car j'étais déterminé à découvrir la cause des cris et peut-être même à calmer ce qui restait de la présence de la jeune femme. Les cris devenaient de plus en plus forts et expressifs à chaque visite, comme s'ils étaient conscients de ma présence et essayaient désespérément de communiquer. J'ai commencé à emporter un enregistreur pour documenter les bruits et je me suis assis là, écoutant et enregistrant nuit après nuit dans l'espoir de découvrir un indice dans le tumulte de la douleur. Les cris se sont intensifiés pour devenir un hurlement tangible une nuit, alors que la tempête faisait rage dehors, plus violemment qu'auparavant. C'était un son si déchirant qu'il m'a glacé. À ce moment-là, j'ai pris conscience d'une structure, dans les instruments pulsés, un thème récurrent qui ressemblait à un code morse, une communication désespérée transmise en utilisant le seul canal disponible. En interprétant les clignotements et en les combinant avec les cris, j'ai pu comprendre un besoin d'assistance, une demande d'être rappelé et localisé. Fort de ces nouvelles connaissances, j'ai présenté mes conclusions à la direction de l'hôpital et plaidé pour une enquête approfondie sur cette affaire non résolue. L'hôpital a accepté à contre-cœur de rouvrir le dossier, peut-être pour apaiser l'anxiété croissante du personnel. Afin de découvrir la vérité cachée entre les murs de la chambre 509, une enquête approfondie a été menée, impliquant la police, des spécialistes légistes et même un médium. Une terrible erreur dans les soins apportés à la jeune femme et une série de maladresses administratives ayant causé sa disparition ont été découvertes tout au long de l'enquête. Ces os ont finalement été retrouvés dans une niche secrète dans les murs de la pièce. Sombre rappel d'une période où les opérations hospitalières étaient beaucoup moins contrôlées. La révélation mit fin aux cris dans la chambre 509. Une petite plaque en l'honneur de la jeune femme dont la vie avait si cruellement pris fin entre ces murs fut placée dans le couloir à l'extérieur de la chambre et un nettoyage lugubre y fut effectué. Un minuscule monument, un espace d'introspection et de souvenirs, fut transformé de façon permanente en chambre 509. L'hôpital Providence et moi-même avons ressenti un sentiment de calme solennel lorsque le mystère a été résolu. Même si les souvenirs du passé de la chambre 509 ne me quitteront jamais complètement, j'ai été réconforté de savoir que j'avais permis à une âme oubliée depuis longtemps de tourner la page. Cela m'a rappelé de manière émouvante le fardeau des soins qui incombe aux professionnels de la santé, non seulement pour soigner les vivants, mais aussi pour se souvenir et commémorer les défunts. J'ai commencé à travailler à l'hôpital Héritage de Charleston, en Caroline du Sud,
une ville historique enveloppée dans les voiles moussus de l'ancien Sud au cours des premiers mois de 2022. Héritage était réputé pour son vaste campus et son architecture coloniale, qui illustrait la force et la dignité. Mais sous sa façade majestueuse se trouvait le couloir B, que ceux qui connaissaient ces légendes surnommaient de façon inquiétante le couloir des horloges. Un long couloir étroit, appelé corridor B, était bordé d'un assortiment hétéroclite d'horloges de différentes époques qui avaient été données au fil des ans par les proches de patients décédés. Ces horloges coïncidaient étrangement avec des moments importants de l'histoire de l'hôpital en raison de leurs cadrans et aiguilles caractéristiques figés à différentes époques. Dans l'enceinte de l'hôpital, les médecins et les infirmières parlaient de leur extraordinaire capacité à prévoir ou à coïncider avec les marées de la vie et de la mort. L'odeur de moisi, du vieux laiton et du bois emplissait l'air alors que je me promenais dans le couloir B tard dans la nuit. Chaque clic des horloges rappelait le passage inexorable du temps. À ce moment-là, je pris conscience d'une bizarrerie. Les horloges avaient commencé à se synchroniser. L'ambiance dans le couloir changea, alors que leurs tic-tac et toc, autrefois discordants, commençaient à se synchroniser. Ce n'était pas l'air de la nuit qui me faisait froid. Le couloir lui-même semblait retenir son souffle, anticipant un événement important. Il y eut une pause dans le couloir lorsque les horloges sonnèrent minuit avec précision et simultanément, provoquant un scintillement des lumières. Le léger bruit de pas résonna dans ce silence, comme si quelqu'un ou quelque chose se déplaçait lentement dans le couloir. Je suivis le son, mes propres pas étouffés par l'épaisse moquette, poussés par un mélange de curiosité et d'horreur. Je suivis les échos jusqu'à la partie faiblement éclairée du couloir où étaient accrochées les horloges les plus anciennes. Les ombres étaient plus sombres et l'air plus frais à cet endroit. Les aiguilles des horloges se mirent à tourner de manière erratique à mesure que je m'approchais, comme si elles tentaient de suivre une force invisible. Voir le temps lui-même se désagréger sous mes yeux était déroutant. Puis tout s'arrêta aussi brusquement que cela avait commencé. Une horloge de parquet élaborée qui avait été donnée à l'hôpital au début des années 1900 resta immobile, tandis que les autres reprenaient leur rythme régulier. À 12h01, ces aiguilles étaient figées, et je vis des lueurs de ce qui semblait être des images historiques dans son cadran de verre plutôt que mon reflet. Ce n'étaient pas des scènes typiques. Elles représentaient des épisodes émotionnels et profonds qui s'étaient déroulés dans ce couloir, notamment de la joie, de la tristesse, de l'agonie et de la guérison. J'ai vu un couple accueillir un bébé dans les années 1960. Une famille faire ses adieux à une matriarche à la fin des années 1980 et une jeune infirmière d'un autre siècle apprendre à un soldat à remarcher pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme si l'essence même de l'hôpital était sur une horloge, chaque scénario se terminait brusquement et était remplacé par un autre. Je n'étais pas prêt pour le poids de la compréhension quand il m'a frappé. Non seulement ces horloges et ce couloir indiquaient l'heure, mais ils enregistraient aussi l'histoire et témoignaient de la vie et de la mort qui avaient traversé l'hôpital Héritage au fil des ans. Ils servaient à rappeler les innombrables luttes, victoires et tragédies qui s'étaient déroulées entre ces murs. J'ai passé de nombreuses soirées dans le couloir B, à observer et à apprendre de l'histoire vivante de l'horloge grand-père, ému par le lien profond avec le passé de l'hôpital. Il est devenu évident qu'elles étaient plus que de simples garde-temps mécaniques qui enregistraient les secondes, les minutes et les heures. Elles étaient une partie essentielle de Héritage, imprégnée des souvenirs et des âmes de ceux qui étaient partis avant. J'ai ressenti un fort sentiment de privilège et de devoir alors que mon internat à l'hôpital touchait à sa fin. En plus de partager les mêmes couloirs que mes prédécesseurs, j'avais contribué à leur récit, que les horloges du couloir B continueraient à raconter longtemps après mon départ. Le temps et l'histoire étaient plus étroitement liés que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'ai appris que chaque seconde est précieuse, que chaque instant compte et que l'histoire est, à bien des égards, un cercle qui se referme,
se répètent et résonnent. J'ai fait une dernière promenade dans le couloir B avant de quitter définitivement l'hôpital. J'ai fait mes adieux en appréciant les leçons qu'il m'avait apprises sur le temps, la mémoire et la résilience de l'esprit humain, tandis que les horloges continuaient à tourner fidèlement à leur charge. Lorsque nous examinons de plus près ces histoires terrifiantes, nous constatons que chacune d'entre elles nous divertit, mais nous incite également à réfléchir aux relations plus profondes entre le matériel et le spirituel. Ces histoires, qui sont basées sur les expériences personnelles d'infirmières, nous font réfléchir aux forces invisibles à l'œuvre dans les environnements de guérison. Quel impact ces rencontres ont-elles sur notre vision de la mort, de la vie et de l'inconnu? Que pouvons-nous déduire des ombres qui se cachent dans les couloirs des établissements de santé? Nous vous invitons à réfléchir de manière critique à ces récits, à considérer la nature de la réalité et les mystères qui se trouvent juste en dehors du domaine de notre compréhension. Ne laissez pas la discussion s'arrêter là si ces histoires ont éveillé votre intérêt. Parlez-en à vos amis, partagez vos opinions ou même plongez-vous dans le folklore local. Pour continuer à explorer les secrets de la vie, de la mort et de tout ce qui se trouve entre les deux, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les alertes. Il y a toujours une autre porte à ouvrir et une autre histoire à découvrir pour que votre voyage à travers l'inconnu ne prenne pas fin.